Bientôt 1 an. Déjà 1 an. Le temps passe. Eh oui. Mais le malheur, c'est que nous sommes à son bras. Vous semblez fatigué, mon ami. Non. Or donc, il y aurait 1 an. Que je quittais Paris pour aller voir mon frère à Champron. Il y a un quart d'heure que nous sommes sur le sujet. Enfin, vous voici de retour. 1 an déjà. Tiens donc. Si le pape me sanctifie un jour, je le devrai beaucoup à notre conversation, mon ami. Voulez-vous ramasser mon fil, s'il vous plaît? Merci. 1 an. Et vous ne vous êtes pas ennuyé, là, loin de moi? Je me suis ennuyé loin de vous, monsieur, mais pas de vous. Je ne m'ennuie jamais d'un homme. Je m'ennuie de la vie. Et c'est bien pis. Merci beaucoup, madame. En votre absence, on vous prête des sentiments que seule votre présence parvient à effacer. Mais j'ai le goût de la vérité. Il me coûterait de la dire à demi. Mais vous savez cela. Vous ne la dites qu'à demi quand elle peut faire plaisir, oui, je le sais. Comment était la campagne à Champron? Elle m'a fait du bien. On y vit en tout cas le corset moins serré qu'à Paris. Comment? Moins serré le corset à la campagne. Et vous avez aimé le paysage? Je préfère le voir en peinture. En fait, je m'en suis aperçu là-bas. Il n'est que dans la conversation que j'apprécie le naturel. Et au moins, vous dormîtes bien chez monsieur votre frère. À merveille! On s'ennuie tellement en famille. À 8 heures du soir, j'avais l'impression qu'il était 4 heures du matin. Et Gaspard me donnait l'exemple. Quand il n'est pas à table ou à la chasse, il est au lit. Avec sa femme. Elle est si grosse qu'il faudrait toute la nuit pour en faire le tour. Et qu'il arriverait sur les genoux au terme du périple. Ah, je le vois s'endormant en chien de fusil auprès de son épouse. Oui, en chien de fusil, n'est-il pas grand chasseur? Si je n'avais pas rencontré cette jeune personne à Champron, je crois que je serais tombée dans ce genre d'esprit, monsieur. Vous avez dit une jeune personne? Exquise. Elle m'a fort distraite et sans sa compagnie, je n'aurais pas pu tenir de plus de quelques jours en famille. Ah oui, cette jeune personne... Non, je ne vous en ai encore rien dit. Pourquoi? Je lui ai promis le silence. Elle est dans une situation un peu plus étrange et la discrétion me commandait. Oh! Née sous l'auspice de l'amour et du malheur. Ah ah! Puis-je, monsieur, vous demander le secret sur cette affaire? J'en saurai le tombeau, madame. Eh bien, voilà. Gaspard, mon frère, le maître de Champron, Oui, Gaspard de Vichy, le chasseur, votre frère. a eu jadis la comtesse d'Albon pour maîtresse. Une d'Albon de Saint-Forgeux? Oui, une vieille famille du Dauphiné. Elle était séparée de son mari quand elle rencontra Gaspard, qui lui fit une fille prénommée Julie, qu'il ne reconnut pas, et à laquelle on donna le nom de l'Espinasse, une vieille terre depuis longtemps dans la famille des Albon. L'enfant fut tendrement élevé par sa mère avec ses enfants légitimes, puisque lorsque la petite eut 7 ans, Gaspard se maria. Devinez avec qui? Avec la comtesse d'Albon devenue veuve. Non. Mais là, monsieur, vous donnez dans la facilité. Non, avec Diane d'Albon, la fille aînée, et elle, légitime de sa maîtresse, qui perdit son amant de ce fait, tout en trouvant un gendre. Jour de Dieu! Du coup, Julie se retrouva être la belle-fille de Diane, sa demi-sœur, épouse de Gaspard. Comment? Je vous dis que la demi-sœur de Julie devint sa belle-mère. Eh, Ben, vous me suivez? d'un peu loin, mon ami. Ce n'est pas tout. Belle-fille de sa demi-sœur, Julie devint en même temps belle-sœur de son père, puisqu'elle venait d'épouser sa demi-sœur. Diantre! Oui, je sais, il ne faut pas être distrait. Moi-même, quelquefois, quand je récapitule... Enfin,
Je ne voulais vous donner que la position compliquée de cette jeune fille au sein de sa famille. Je devrais dire ma famille, puisque Gaspard étant mon frère, sa fille est donc ma nièce. Oui, là, je m'y retrouve. Une nièce bâtarde, puisque fille légitime, mais néanmoins aimable. À la mort de sa mère, la comtesse d'Albon, Julie avait alors 16 ans. Elle fut recueillie par Gaspard. Son père, le chasseur. Et devint naturellement la gouvernante des fils de la maison. Donc attendez que je m'y retrouve tout seul de ses neveux. De ses demi-neveux par Diane, sa demi-sœur, ou de ses demi-frères par Gaspard, puisque Jules et ses enfants avaient le même père. Enfin, bon, laissons cela. Toujours est-il que cette jeune fille avait une situation si de guingois, si subalterne, qu'elle songeait, lorsque je fis sa connaissance, à ensevelir sa jeunesse sous le linceul épais du cloître. Oh! Le couvent des Chazeaux à Lyon lui avait déjà entrouvert la porte. Elle allait en franchir le seuil quand je la retins par la robe. Oh, je ne sais même pas pourquoi je fais tous ces nœuds. Laissez. En fait, de nœuds. Oh, ceux qui se sont formés dans ma famille ont de quoi m'occuper suffisamment. Mais cette jeune fille dont vous m'avez parlé, que vous tirâtes par la robe à Lyon dans un couvent... Sur le seuil du couvent, avant qu'elle s'y informât. Je vous ai expliqué, monsieur, que j'arrivais à temps pour la sauver de la religion. Oh, Dieu merci. Je crois, monsieur, que votre oreille est aussi gâtée que mes yeux. À propos de ma vue, qui ne s'arrange pas, je vous ai dit souvent qu'il me fallait auprès de moi quelqu'un. Oui, vous me le dites souvent, une lectrice. Eh bien, je l'ai trouvée. La jeune fille de Lyon que vous sauvâtes par sa robe? Elle-même, ma nièce par la main gauche. Il est bien entendu, monsieur, que vous serez le seul à connaître cette parenté. Pour tout le monde, elle sera une demoiselle de ma province qui veut se faire nonne et à laquelle j'ai offert un logis en attendant qu'elle eût trouvé le saint lieu qui l'accueillera. J'ai horreur des clabauderies. L'irrégularité de sa naissance ne peut que les encourager. Vos amis, vos vrais amis, devront bien finir par savoir un jour. Oh, ne brusquons pas les choses. Elle est bâtarde. Il sera toujours temps qu'on l'apprenne. Hélas, la pauvre jeune fille. Oh, elle n'est pas à plaindre. Elle, au moins, elle aime la vie. Je n'ai jamais aimé la vie comme elle l'aime. Oui, mais quand on est obligé d'oublier qui l'on est, croyez-vous qu'on puisse être heureux? Je traiterai son amour-propre avec délicatesse. Elle sera très bien ici, mieux en tout cas que dans une cellule. On peut parfois y entendre la voix de Dieu. Peut-être. Mais s'il parle parfois, avez-vous remarqué qu'il ne répond jamais? Sa nature. Il monologue par essence. On ne le supporterait pas dans un salon. Oh, madame, voilà donc que vous rejoignez les philosophes. À cette différence qu'ils n'ont donné congé à Dieu que pour dire la messe à la philosophie. Moi, je ne suis dévote à rien. Je n'ai aucun besoin de croire. Et si les gens allaient penser qu'elle était votre fille? Mademoiselle de l'Espinasse? Oui, une fille naturelle, élevée en secret à la campagne, et reprise chez vous, devenue grandelette. Oh, je ne m'en défendrai qu'en souriant. Vous donneriez à penser? Oh, rien, monsieur. Les gens pensent d'eux-mêmes avec entrain sur cette sorte de sujet. D'autant que l'on sait à Paris que ma jeunesse, à la cour du régent, n'a pas toujours été modèle. Tout doux, madame. Corbleu, que cette histoire est romanesque. Mademoiselle de l'Espinasse, j'en suis persuadée, va vous plaire. Elle est tout mon contraire. Accorte et tendre et prête à croire à tout ce qu'on propose à son imagination. J'ai grand hâte de la connaître. Eh bien, revoyez cette chose en bonne voie. Mademoiselle, entrez, mademoiselle. On veut vous voir. Dieu du ciel, elle était donc ici. Mon vieil ami, le président Hainaut. Mademoiselle de l'Espinasse, qui veut bien me servir de lectrice. Oh,
Madame du Défend m'a dit de vous que vous étiez... Mais elle était restée au-dessous de la vérité. Merci, monsieur. Vous me faites beaucoup d'honneur. Quel est ce bruit? Un bruit. Ce sont vos genoux qui craquent. Il y a des années que je dis au président d'aller prendre les eaux à Forges. On est guéri de tout. Oui, surtout de ce qu'on n'a pas. En 42, j'y suis allé avec la Pékini. Mais vous n'aviez rien. Mais si, je m'ennuyais chez moi. À propos de la Pékini, avez-vous su qu'elle vient de trépasser? Oui, je l'ai appris. À la mort du duc de Chaulnes, n'avait-elle pas convolé avec un certain magistrat nommé, je crois, Giac? Un homme qui l'aida à gagner un procès qu'elle avait intenté à son propre fils et qu'elle crut bon d'épouser en guise de remerciement, mais qu'il n'avait aucun esprit et elle s'en lassa promptement. Et quand elle fut à son dernier instant et qu'on vint lui dire que Giac se trouvait à côté et qu'il voulait la voir, avez-vous su ce qu'elle lui fit dire? Qu'il attende, il entrera avec les sacrements. Madame du Défend peint les gens avec un tel art qu'il semble plus vrai que nature. Qu'en pensez-vous, Julie? Oh, je crois, madame, que vous avez le tact assez fin pour ne souffrir de quelque affectation que ce soit. Et maintenant, mademoiselle, aurez-vous la bonté de nous lire la lettre de M. de Voltaire qui est arrivée tout à l'heure? Oh oui, madame. Je vous félicite, madame, et vous, monsieur le président Hainaut, de vivre souvent ensemble et de vous consoler tous les deux des sottises de ce monde par les agréments délicieux de votre commerce. Il est, me dites-vous, un peu sourd. Comment? Et c'est bien triste d'être sourd pour un homme qui vit avec vous. Je vous plains moins de n'y voir plus. Pour moi, j'en suis réduit à l'état d'Abélard. Mais malheureusement, je ne peux pas goûter la consolation de vous dire « c'est avec vous que j'ai perdu le peu que je regrette ». Allez, mademoiselle. Il me reste pourtant la consolation de voir verdir mon herbe et croître mes moissons. Je vous demande bien pardon, madame, de vous parler ainsi d'un plaisir qu'on goûte avec les yeux, vous qui ne connaissez plus que ceux de l'âme. Je vous trouve admirable de soutenir si bien votre état. Vous jouissez au moins de toutes les douceurs de la société. Il est vrai que cela se réduit presque à dire son avis sur les nouvelles du jour. Il n'y a que les goûts et les passions qui nous soutiennent dans ce monde. Vous mettez à la place de ces passions la conversation et la philosophie. Et moi, madame, j'y mets le très tendre et très respectueux attachement que j'aurai toujours pour vous. Je souhaite à votre ami la santé et je voudrais qu'il se souvînt un peu de moi. Le galant homme. Comme vous lisez bien, mademoiselle. Il n'y a pas de mérite avec une si belle lettre. Je suis charmé. Je vous l'avais prédit, monsieur. Oh, madame, vous êtes si bonne. Eh bien, on me l'aura dit au moins une fois dans ma vie. Je crois qu'il serait temps de passer au salon. Nos amis ne vont plus tarder. Eh bien, Julie, qu'avez-vous? Vous semblez toute pâle. Je suis intimidée, madame. Elle est charmante. Il y aura beaucoup de monde? Une douzaine de personnes, et rien que des habitués. Ah, par M. Turgot, que vous avez tout récemment fait nommer maître des requêtes au Parlement, et qui vient pour la première fois. Et un Anglais, le vicomte de Taafe, de passage à Paris. Ne vous tourmentez pas, ma reine. Il vous suffira de sourire et d'écouter finement ce qu'on vous dira, car ce ne peut être qu'aimable. Et on ne vous en demandera pas plus pour aujourd'hui. Je serai près de vous. Ah, oui, oui, un peu en arrière de mon fauteuil. Ainsi, je vous protégerai des questions trop indiscrètes. Allô, monsieur, votre main, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de sourire. Ah, madame, mais jamais je n'aurais pu imaginer. Ils viennent chez vous tous les jours. Mais qui? Mais tous ces gens, tous ces hommes si savants, si illustres. Puis-je d'abord vous demander de me conduire à mon fauteuil? Oh oui, pardonnez-moi, madame.
Voilà. Mis à part d'Alembert, qui vient à peu près chaque soir, je les reçois 2 fois par semaine. Mais je les retrouve souvent à souper chez des amis. Je ne peux pas me passer d'eux plus de 3 jours. Oh, mais comme je vous comprends, madame. À écouter leur conversation, il me semblait un peu que leur intelligence était devenue mienne. Oui? À les écouter, je m'en estimais davantage. Et sans l'avoir appris. Vous écoutez très bien, Julie. C'est un très bon début. Nous allons très bien nous entendre. Oui, madame. Comme je suis lasse ce soir. Et je le sens, ce n'est pas encore cette nuit que je peux espérer le sommeil. Ah, quel supplice que la nuit blanche. Elle allonge la vie de la plus vilaine façon. Voulez-vous que je vous prépare une tasse de thé? Oui, oui. Et causons un peu. Que dites-vous de ce monsieur de Taaffe? Il m'a semblé vous entendre sourire à certains de ses mots. M'entendre sourire? Oui, puisque vous n'avez pas ri quand il vous a parlé si galamment, j'en ai conclu que vous lui avez fait au moins un sourire. Oh, il est vrai que je l'ai trouvé fort aimable. Il l'est, certainement. Et ce monsieur Turgot, que vous a-t-il semblé de ce monsieur Turgot? Il m'a l'air honnête et fort préoccupé du bien public. Un songe creux. Tout ce qu'il a dit des réformes qu'il devrait voir s'opérer m'a paru du dernier chimérique. Et encore a-t-il gardé pour lui le meilleur que m'a confié d'Alembert. Figurez-vous qu'il veut faire payer l'impôt par tous, rêve de libérer les colonies et prétend enjoindre à la cour de moucher ses chandelles. Et d'Alembert, qui applaudit à ses calembredaines. Ah, monsieur d'Alembert. Il vous a plu? Quel bon ami il doit être pour vous, madame. Oh oui, le meilleur. Si savant et si simple. Il vient de refuser par modestie et esprit d'indépendance la présidence de l'Académie de Berlin que le roi Frédéric lui proposait. Je n'en suis pas surprise. Je vois qu'il vous a plu. Oh, qu'il soit votre meilleur ami suffirait à me prévenir en sa faveur. Un enfant naturel, trouvé sur un parvis d'église et qui dut se former tout seul, et dont la carrière a besoin d'être aidée. Je m'y emploie. S'il ne supposait pas que l'homme est libre, il ne manquerait rien à son esprit. Vous ne pensez pas qu'il le soit? Libre? L'homme? Il ne l'est même pas de dormir quand il veut. Mais si l'homme pouvait se libérer, estimeriez-vous que ce serait un bien? Les hommes craignent en secret d'avoir à décider d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un Dieu, d'un souverain, d'un système de loi. Vous n'êtes pas de mon avis? Je ne sais pas, madame. Hormis le président Hainaut qui ne dit rien sur le sujet mais n'en pense pas plus, tous les gens qui fréquentent ici en tiennent pour la liberté humaine. Eh bien, vous allez avoir du succès auprès de mes amis, mademoiselle. Oh, j'aimerais tant vous faire honneur, madame. Monsieur le président Hainaut a été très aimable avec moi. C'est qu'il s'est toujours appliqué à plaire aux dames. Une habitude dont un homme ne se défait pas aisément. La génération nouvelle est moins portée sur le déduit et je ne vois aucun de nos amis dont vous ayez à espérer grands frais. Ils ne courtisent assidûment que les idées. Et ce sont d'elles, justement, que vous avez à craindre. À craindre quoi? Une affectation de pensée nuisible à votre naturel. Méfiez-vous de la philosophie, mademoiselle. Elle incite à avoir des lumières sur tout et c'est d'une pédanterie fâcheuse. Et cependant, vous recevez les philosophes. Oui, j'apprécie leur compagnie, parce qu'ils sont intelligents, jusque dans leurs illusions. Et que l'intelligence est bien le dernier trait dont on se lasse chez un homme. Ils ne pensent donc pas comme il faut, selon vous? Oh, ils pensent noblement, mais de travers.
Est-il donc interdit, madame, de s'indigner du mal qui se fait en ce monde? Je vois que vous êtes déjà tout imprégné de la pensée de nos amis. Revenez à Montaigne, mademoiselle. Il lave des opinions. On a l'esprit débarbouillé quand on sort de Montaigne. Oh, je l'ai lu. Oui, mais pour vous, c'est une vieille lune. Oh, est-ce un péché, madame, que de s'intéresser aux écrivains de son époque? J'ai grâce à vous la chance de pouvoir connaître et admirer certains hommes qui survivront dans la mémoire des siècles. Allez-vous me le reprocher? Mais Julie, je ne vous fais aucun reproche. Rappelez-vous simplement de faire attention à ces doctes qui prétendent penser pour vous. Et puis, ne me remerciez de rien. Je ne fais jamais rien par bonté. Je serais enterrée dans un couvent si vous ne m'aviez pas tendu les mains. Je vous dois le grand jour, une position, peut-être des amis. Oh, l'amitié a besoin de temps. Ah, mais j'ai toute la vie, madame. Avec quel appétit vous le dites, toute la vie. Oh, pour moi, toute ma vie, je me suis demandé pourquoi elle m'avait été donnée. Et moi qui chaque jour rends grâce au ciel d'être sur terre et d'avoir fait de vous ma parente. Je vous ai demandé, Julie, de ne plus faire allusion à cette parenté, même entre nous. La réputation de ma famille est à ce prix. Vous devez oublier qui vous êtes. Oui, je sais que vous y avez de la difficulté, mais je ne vous en aimerais que davantage. Pour moi, je vous aimerais sans contrat, comme vous êtes. J'aurais aimé jadis qu'on me le dise. Il n'est plus temps. À la cour du Régent, où j'ai vécu jadis, on riait des hommes de cœur. Et le cœur n'étant plus à la mode, il se racornissait. J'ai eu 20 ans sous la Régence. À vous entendre, madame, on ne peut pas penser que ce fut un bonheur pour une femme. Oh, à cette époque, on ne pensait pas au bonheur, mais au plaisir. Pas à la volupté, mais au plaisir. Il suffisait à n'importe quel homme de dire 3 fois à une femme qu'elle était jolie pour qu'elle le remercie à la première, qu'elle le croie à la seconde et qu'elle le récompense à la 3e. Il nous fallait plaire à tout prix, sous peine de n'être pas vus. Et c'était à la cour qu'il fallait l'être. Oui, parce que c'était à la cour que les hommes, en nous désirant, pouvaient faire de nous un peu plus que nous-mêmes. Ils ne s'intéressaient donc pas à votre esprit, à votre cœur. Non, ils ne s'y intéressaient pas. Mais vous deviez simplement les amuser dès que nous étions sortis de leurs bras. Sinon, ils ne revenaient pas. C'est ainsi que vivaient les femmes quand j'avais 20 ans, à Versailles. À Versailles? Oui, à Versailles. Paris n'était alors qu'une grande ville muette. Et il y avait la cour qui était à Versailles. Et c'était à la cour que se passait, que se disait tout ce qui était important. Et maintenant, c'est à Paris? Ah oui, ma reine, à Paris, dans les salons. Paris n'est plus qu'une grande ville muette. Et c'est nous, les femmes, qui les tenons. Et c'est ainsi maintenant que le pouvoir, le vrai pouvoir, résonne. Et que les femmes qui en disposent peuvent se dispenser d'être jeunes et jolies. Oh, quelle revanche pour vous, madame. Je ne sais pas comment je dois l'entendre. Oh, je voulais dire... Oui, je sais ce que vous voulez dire. Que je ferme ma porte à un homme et le voici perdu. Car cela se sera très vite. Et désormais, plus nulle part il ne sera reçu. Aucun salon n'en voudra plus. Il ne sera plus rien. Si vous pouvez exclure, je suppose que vous pouvez également... Faire une carrière ou une réputation. Mais oui. D'Alembert, qui me doit beaucoup, me devra bientôt plus encore. Et ce n'est qu'un exemple. Je peux beaucoup, mais pas dormir. Et c'est cela que je voudrais. Dormir la nuit. Toute la nuit. Je suis si fatiguée. Où êtes-vous? Ici, madame. Votre chambre est juste au-dessus de la mienne, je crois. Oui, un demi-étage plus haut. Oh, une très belle chambre au soleil. Je n'en ai jamais eu de plus jolie. Ah, tant mieux, j'en suis contente. J'avais besoin de vous avoir dans la maison. La nuit, il y a tellement de solitude et de silence ici que j'ai parfois l'impression... Oui, madame? Mais que je n'y suis plus. C'est déplaisant quand on y est encore.
Puis-je faire quelque chose pour vous, madame? Oh, être présente. J'ai besoin de votre chaleur encore plus que de vos yeux. Oh, personne n'en a eu besoin jusqu'à présent, et je devenais pauvre. Oh, je vous la donne avec reconnaissance, madame. J'ai si grande envie de donner. Et moi de recevoir de vous ce qu'on m'a toujours mesuré. Je crois que nous nous complétons. Vous manquez à mon salon, Julie. Avec vous, il sera sans concurrence. Je vous écouterai toute la nuit. Vous en seriez vite lasse. Je n'ai que de l'esprit. Et une personne comme vous ne peut s'en contenter longtemps. Allez vous reposer. Je souhaite que vous le puissiez aussi. Vous allez dormir tout de suite. Et ce sera bien mieux. Très bonne nuit, Julie. Vous disiez, Je disais qu'il était partout à la fois, ce vicomte de Taafe. ils sont deux frères et ne sortant jamais ensemble, il faut voir double à tout Paris. Monsieur le duc de Luynes m'a dit que l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, avait soupé chez lui l'un de ces derniers soirs. Ce devait être Théobald. Et comment le savez-vous? C'est son frère qui me l'a dit ici même, madame. Ah! Et lequel des deux a joué récemment à Cavagnol chez la reine? Je crois que c'est encore Théobald. Il est omniprésent, Théobald. Ne serait-ce pas lui qui va venir ce soir? Ah non, ce soir c'est son frère qui doit venir, son frère John. En êtes-vous bien sûr? Monsieur le Président est de moins en moins sûr de ce qu'il sait. Il en arrive même à douter de sa propre existence. Il est assez convaincant dans ses bons jours pour ne communiquer ce doute. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne suis pas ce que je sais. Hein? N'est-ce pas profond? Je suis l'auteur de cette pensée-là. Je ne l'ai pas encore comprise. Julie, je vous demanderai de me relire un de ces jours quelques-unes des lettres anglaises de M. de Voltaire. Ces jeunes gens m'ont redonné la curiosité des mœurs de leur pays. Oui, je suis sûr que mademoiselle de Lespinasse y prendra un grand intérêt. J'aime toutes les lettres de Monsieur de Voltaire. Oui, oui. Surtout quand il explique à ses lecteurs le fonctionnement du Parlement législatif. Une jeune personne qui ne se sentirait aucune curiosité envers cette institution-là serait, ma foi, fort étrangement faite. Allons, monsieur, cessez de taquiner mademoiselle. Et explique-moi donc plutôt comment vous êtes pris une fois de plus pour tenir notre ami d'Alembert hors de l'Académie. Mais qui puis-je, madame? Je n'étais pas le seul à voter, si mes confrères ont estimé. Oh, n'ajoutez rien, monsieur. Je sais que vous ne l'aimez pas. J'ai le géomètre en grande estime. Oui, mais vous ne l'aimez pas. Et vous n'êtes pas favorable à son élection. En moins d'un an, 3 sièges ont été vacants. Et les 3 fois, vous avez voté contre lui. Non, madame, pas contre lui. J'ai dû lui préférer son adversaire, voilà tout. Vous préférez Clermont, qui n'a même pas écrit une lettre et n'a même pas daigné prononcer son discours de réception? Son père est un ami d'enfance. Et ce Bougainville, là, ce bigot, ce médiocre. Il était sur le point de trépasser. Mais êtes-vous à l'Académie pour administrer les mourants ou pour y recevoir les hommes de mérite? Tant qu'au suivant, là, ce Boissy, dont nul n'a entendu parler, était lui en très bonne santé. J'ai appris qu'il venait de faire d'un coup 2 enfants à sa femme. J'ai beaucoup ri à l'une de ses pièces. Oui, je sais, j'étais avec vous. Mais c'était une tragédie. Le public l'a beaucoup aimé. Il fut le seul. Si je peux me permettre, madame, je crois que Monsieur d'Alembert attache moins de prix que vous à cette élection. La semaine dernière, il me disait encore... Monsieur d'Alembert vous disait, je vous écoute. Oh, il me disait que si on les lisait, il en serait, mais qu'il ne ferait rien pour s'y mettre lui-même. Il n'a pas à s'en occuper puisqu'il a des amis qui travaillent pour lui. C'est là un trait de d'Alembert. Il affecte de dédaigner ce dont il est sûr de jouir, grâce à mes entreprises. Il faut apprendre à le connaître. Oui, madame. Être à l'Académie, c'est une consolation pour les gens comme moi qui n'ont pas de talent, mais un savant, un vrai savant,
ne devrait pas avoir cette sorte de vanité. Et vous, monsieur, qui présidez le Parlement, ce peu de caractère, on dirait que vos fonctions vous tiennent lieu de dignité. Mes fonctions. Vanitas, vanitatis, et omnia vanitas. C'est dans la Bible. Excellent roman. Il est à regretter que le personnage central ne soit pas plus plausible. Julie, je voudrais vous dicter un mot de lettre pour Monsieur de Voltaire. Oui, madame. Votre dernière lettre, monsieur, est charmante. Vous me dites que vous voulez que je vous fasse part de mes réflexions. Monsieur, que me demandez-vous? Elle est triste, et elle se borne à une seule. C'est que toutes les conditions, toutes les espèces me paraissent également malheureuses, de l'ange jusqu'à l'huître. Oui, le fâcheux est d'être né, et l'on peut dire de ce malheur-là que le remède est pire que le mal. Je suis fâchée que M. d'Alembert, dont vous me demandez des nouvelles, soit resté une fois de plus aux portes de l'Académie, alors que tant de marmoussés d'auteurs se prélassent dans ces fauteuils. Vous savez combien je lui suis attachée, et combien aussi ses mérites sont très nombreux. Mais qui désarmera la malveillance? Une de mes amies me disait ces jours-ci qu'il lui manquait au moins un talent, qu'elle considérait comme indispensable à un grand homme. Elle me disait donc qu'il n'était qu'un Candide. Madame! Écrivez que la nature l'avait destiné à l'innocence et que même dans le sérail, il traînerait une éternelle enfance. Oh, que c'est drôle! Même dans le sérail, une éternelle enfance. Ah, je vous retrouve, marquise! Pour moi, j'en suis persuadée qu'il se tirerait bien de tout ce qu'il entreprendrait, y compris du discours de réception qu'il devra faire un jour. Ce qui, tout bien considéré, est moins facile que de faire plaisir à une duchesse. Écrivez-vous, mademoiselle? Excusez ma distraction, madame, mais je repensais à quelques mots que M. d'Alembert m'a dit hier soir, avant que vous arriviez au salon. Oui, j'avais remarqué votre aparté. Il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose de très grave à Toulouse. À Toulouse? Oui, madame. Et pourquoi n'a-t-il pas attendu que je sois là pour vous en informer? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il pensé que ce qui se passait à Toulouse avait pour vous peu d'intérêt. On vient dire où est vif un innocent avant de l'étrangler. Oh, quelle horreur! Il était huguenot. Mais cela ne suffisait pas pour l'expédier. On ne tue plus les gens pour la religion. Ah non, madame, mais leur religion peut les rendre suspects. Et il n'y a pas loin du suspect à coupable. Il avait nom Calas, Jean Calas. Ah, ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom-là. Monsieur de Voltaire le cite dans l'une de ses dernières lettres. Eh bien, retrouvez-la, mademoiselle. Oui. Ce cher Voltaire, il faut qu'il se mêle de tout. On roue un homme au fin fond de la France, et le voici qui prend la mouche. J'ai retrouvé la lettre Eh bien, et allez-y. le passage. Eh bien, allez-y, mademoiselle. Je vous demande pardon, madame, de vous entretenir de choses tristes. Un marchand drapier de Toulouse, huguenot de confession, a été accusé, sans enquête, sans preuve et sans instruction, d'avoir pendu un de ses fils, de crainte que ce jeune homme ne se fît catholique. Oh oh! Intimidé par une population fanatisée, le Parlement a soutenu à la pluralité de 8 voix contre 5 qu'il était parricide. Jean Calas a juré jusqu'au bout que son fils s'était pendu par mélancolie. On l'a supplicié, on l'a roué. Au moment de son dernier souffle, il a cité ses juges au tribunal suprême. Le plus horrible fanatisme a ainsi triomphé, car j'ai fait refaire l'enquête. Et j'en ai maintenant acquis la conviction. Calas était le plus honnête et le meilleur des hommes.
Il avait dit la vérité. Je combattrai tout le temps qu'il faudra pour que son innocence soit prouvée et qu'il soit réhabilité. Les siens seront sauvés du déshonneur. Cela revient à soutenir qu'un homme condamné par 8 magistrats aura le front d'être innocent. Mais Voltaire sait-il que le roi lui-même ne peut en appeler du jugement d'un parlement, le sait-il? Oui, il le sait, mais il prétend que cette souveraineté est inique. Vous avez dit inique? Inique à parlement? C'est M. d'Alembert qui me l'a rapporté. Qui vous l'a rapporté? Ici même, madame, en votre présence. À voix si basse que je ne l'ai pas entendu. Oh, et M. d'Alembert a même cru bon d'ajouter que des juges qui, par légèreté, lâcheté, ou pire encore, malveillance, donnent aux gens une idée pervertie de la justice et la haine de ceux qui font le métier de leur Intervenez, madame, servir. intervenez! Et il a terminé en ajoutant que Voltaire est en train de prouver à l'Europe que la philosophie n'est pas qu'un jeu d'idées, mais que le fanatisme et le mépris des forts pour les faibles auront dans l'avenir affaire à elle. Il a dit ça d'Alembert, vous en êtes bien sûr? Oui, monsieur. Eh bien, moi, mademoiselle, je vous dis, je dis et je soutiens. Non, 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 non. Ne les dites pas, monsieur. Car ce serait parler du bout des lèvres et contre votre cœur, qui est bon, je le sais. Si Jean Calas est innocent, comme l'affirme monsieur de Voltaire et d'Alembert, alors son malheur est notre malheur. Et le meilleur de nous souffre de ce qu'il a souffert. En acceptant légèrement ce que notre société fait endurer aux pauvres gens, nous nous retrouvons sa complice. Et dans cette complicité, c'est notre âme que nous perdons. Bien. Bien, mademoiselle. Vous aurez eu le dernier mot. Mais assez maintenant sur ce sujet, qui ne serait pas de mise au salon. Nos amis ne sont pas venus pour passer la soirée dans le prêche et le prône. Allons, monsieur, votre bras, s'il vous plaît. Et plus un mot, je vous prie, sur cette horrible histoire. Hein? Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de troubler son sommeil. Oh, je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elles étaient froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein, elle sentit ce mouvement, et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une faible voix qu'elle se croyait à sa dernière heure. Oh, n'exigez pas de moi que je décrive mes sentiments, ni que je rapporte ces dernières expressions. Je la perdis, Cela suffit. Ce dégrieux est un fripon, et cette fille, cette Manon, est une catin. Mais il s'aimait, madame. Tant pis pour eux. Quel est l'auteur de ce roman? L'abbé Prévost. L'abbé Prévost. Où allons-nous si les prêtres se mettent à écrire des romans d'amour, et si les amants se mettent à supplier le ciel en faveur de leur turpitude? Il faut de l'ordre en tout, mademoiselle, et nul besoin de croire en Dieu pour en être persuadé. Que deviendrait notre société si on ne respectait plus l'ordre? Je ne sais pas, madame. Une jungle. Et encore les animaux ont-ils pour eux de ne point pouvoir s'exprimer. Quand on entend légiférer à Monsieur Diderot, on a la nostalgie de leur mutisme. Oh, quelle idée a eu d'Alembert d'amener cet énergumène. Ils sont amis depuis longtemps, et Monsieur Diderot dirige l'encyclopédie. Cela n'excuse pas ces mauvaises façons. Je n'en veux plus chez moi. Si des hommes de cette grossièreté s'introduisent dans les salons, mais c'en est fini de ce que nous voulons y conserver. J'espère qu'il vous a déplu, ce Monsieur Diderot. Ah, certes. Il est négligé sur lui. Crotté jusqu'aux cheveux. Et il parle trop et trop fort, j'en conviens. Pour dire des inconvéniences et des sottises. Ah, il m'a semblé qu'il ne disait pas que cela. Un rustre. Ah, il n'a pas l'usage du monde, oui, j'en conviens. Mais il a une ardeur et une intelligence. Ah, je vois qu'il ne vous a pas déplu. Je m'en doutais. J'ose penser, madame,
qu'un homme qui consacre sa vie à l'encyclopédie ne peut être jugé seulement sur sa mine. Eh bien, moi, je vous dirais, mademoiselle, que l'encyclopédie n'est pas pour moi un passeport et que son directeur ne sera plus reçu chez moi. Je ne mets pas si haut le savoir pour accepter le débrailler de ceux qui le propagent. Je comprends votre point de vue, madame. Si vous aviez un salon, mademoiselle, en ouvririez-vous la porte à monsieur Diderot? Ah oui, madame. Alors je n'ai plus rien à dire. Ou plutôt si, ouvert à monsieur Diderot et aux gens de sa sorte, votre salon aurait fini de devenir une place publique. On s'y attrouperait. La bonne compagnie se réunit. Vous faites, j'en suis sûre, la différence. Ah ouais, je la fais. Mais n'en pense pas moins que les idées qu'on échange dans un salon peuvent naître en des lieux moins bien famés et que certaines personnes doivent à leur talent de pouvoir s'exprimer en toute compagnie. Je le dis sans vouloir vous offenser, madame. Rappelez-vous, Julie, qu'un salon n'est pas une tribune. On peut y raisonner, mais on n'argumente jamais. On peut y parler de tout, mais on se garde bien d'approfondir, de crainte d'ennuyer. Et surtout, on s'arrête avant la dispute. Aurais-je donc failli, madame, à l'une de ces règles? On se rassemble autour de vous un peu trop à mon gré. La conversation doit rester naturelle et ne doit point se figer en entretien particulier. Je pensais. Oui, vous pensiez. Vous pensez vite, trop vite. Soyez plus spontané. Parlez sitôt que vous pensez. Vous gardez la balle pour vous, Julie. Renvoyez-les-moi plus souvent. Vous pouvez me laisser. Je vous en prie, madame, encore un mot. Oui. Si vous saviez, il m'arrive, je ne sais comment. Moi, je sais. Ah, vous savez? Ne faites point tant d'embarras, Julie. Vous ne savez comment m'exprimer l'amitié que vous avez pour moi. Mais lorsque je vous aurais dit que j'en suis venue à vous considérer comme ma fille, une fille dont je ne saurais plus me passer, oui, qui par ses soins et son affection est devenue particulièrement chère, vous verrez que nous sommes quittes. Je sais cela, Julie, je sais. Oh mon Dieu! Y aurait-il encore quelque chose? Oh oui, madame. Je pensais que vous m'aviez deviné. Et vous seule qui êtes pour moi comme une mère. Julie, je n'ai jamais pensé cela, ma chère enfant. J'ai dit que moi, je vous considérais comme ma fille. Il n'y a point obligatoirement de réciprocité. Ah, je pensais. Mais vous pensez sur ce point un peu vite. Je vous en prie, madame, entendez-moi. J'aime monsieur de Taff. Monsieur de Taff? Oui, et je crois en être aimé. Le fameux Théobald? Oh non, l'autre. Eh bien, quelle nouvelle! Ainsi, monsieur de Taff vous aimerait. Il vous l'a dit? Oh, il ne me l'a pas encore dit avec les mots, mais son regard, l'altération de sa voix, le bouleversement de son être, oui, je peux dire qu'ils me l'ont dit. En silence. Il a dû cependant le rompre un instant pour se conduire en honnête homme. Il vous a demandé le mariage? Ah, je ne lui ai pas encore laissé le temps. Vous pensez que je suis... Emporté, mon enfant, emporté et ravi. Mais cela ne dure qu'un temps. Vous allez retrouver votre raison et sans trop de peine. En quoi l'ai-je perdu, madame? Épargnez-moi, Julie, de vous dire certaines choses qu'il me serait peu plaisant d'expliquer, vous d'entendre. Certaines choses? Mais elle crève les yeux. Pourquoi monsieur de Taff ne m'aimerait-il pas? Allons, mademoiselle, essayez de comprendre à demi-mot. Pourquoi monsieur de Taff ne m'aimerait-il pas? Quand un homme d'honneur aime une jeune personne, il en tire les conséquences. Et vous me l'avez dit vous-même, monsieur de Taft n'en a rien fait. Il le fera. Il le fera, je suis sûre qu'il le fera. Mais non, il ne le fera pas. Comment le savez-vous? Il est venu hier soir sur ma demande, ici, après votre départ. Je savais. J'avais deviné qu'il se passait une intrigue entre vous. Et je voulais être éclairée sur ses intentions. Il est venu chez vous hier soir. Je viens de vous le dire.
Il ne m'a rien dit de tout cela lorsque nous nous sommes vus hier à 6 heures. J'ai cru beau lui demander le secret sur notre rendez-vous. Il faut que je le voie, que je lui parle. Je suis navrée, Julie, mais il est reparti ce matin pour l'Angleterre. Non. Il m'a chargé de vous exprimer ses regrets. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vous épouser. Serait-il marié? Non, mais il est vicomte. Eh bien, Vous n'avez pas de dot. Et vous êtes bâtarde. ah, il a fallu que vous le disiez. Ce mot. Je l'attendais. Vous l'aviez toujours eu en arrière-pensée. Je suis une bâtarde, oui. La bâtarde de votre frère. Depuis mon arrivée chez vous, vous ne cessâtes de me le dire jusque dans vos silences, que je n'étais née de personne aux yeux des gens, et que ma place auprès de vous tenait à l'oubli de mon ascendance. Mais je m'en suis souvenue, madame. Je dois le reconnaître. À ma place, en retrait et toujours dans votre ombre. Il m'avait semblé que vous aviez accepté notre contrat. Ah oui, mais avec l'espoir que vous le dénonceriez, lorsque je vous aurais prouvé par mon affection que je pouvais prétendre à une identité. Ah, mais je vois bien que je suis restée à vos yeux ce que j'étais chez votre frère. Une parente illégitime, inavouable. Je n'oublie pas. Vous m'avez tendu la main, ouvert votre maison et fait connaître vos amis. Mais j'aurais tant aimé avoir pour vous un peu plus que de la reconnaissance, madame. Madame, pourquoi ne m'avoir pas un peu aimée? Revenons à Monsieur de Taaffe. Je n'ai fait que prévenir un sentiment dont vous n'aviez rien à attendre. Il vaut mieux être prévenu que de guérir par force. Mais je voulais seulement aimer et être aimée. Je ne voulais pas voir plus loin. Vous m'y avez obligée. Allez, Julie, nous en reparlerons. Qu'avaient-ils donc tous aujourd'hui? Chacun parlait pour soi, personne n'écoutait personne. On se serait cru au marché. Oui, ou dans un meeting, comme disent les Anglais. Voilà ce que devient la conversation lorsque chacun suit son idée. Pour moi, dès que l'une se pointe dans ma tête, je la laisse filer. J'ai horreur d'être à la remorque, même de mes idées. Oh, les miennes filent toutes seules. À peine une me vient, qu'elle repart. Je n'ai plus aucune mémoire. Si je vous disais... pareil... Ah, inutile, mon bon ami, je sais, je sais. Les lunettes, les clés, les noms. Épargnez-moi l'énumération. Eh oui, madame, la vieillerie. Mais si l'on faisait attention, on ne vieillirait pas. Vous ne faites attention à rien. J'ai tout de même remarqué le signe que vous m'avez fait pour me demander de vous suivre. J'ai dû vous le faire 3 fois, et à la fin, je gesticulais. Enfin bon, vous l'avez remarqué, je vous l'accorde. Vous aviez à me parler dans le particulier? Non, non, non. J'avais besoin d'un témoin à mon exaspération. Être dans l'état où je suis m'est déjà fort pénible. Il me le serait plus encore si personne ne m'y voyait. Me voici dans un joli rôle. Eh bien, monsieur, à votre âge, on prend celui qu'on vous propose. Et au vôtre, madame, on devrait être plus benoîte. Il y avait encore des gens au salon qui ont ressenti votre humeur. Les planter là n'est pas une façon de faire, je vous le dis sans barguigner, madame. Ils ne se sont même pas aperçus que je sortais. Chez moi, faire tapisserie, dans mon propre salon. Pensiez-vous que j'étais femme à l'accepter? La plupart de vos invités étaient des philosophes. Ils aiment à parler entre eux, vous le savez. Un peu de patience. Et en faveur de qui? De quoi, monsieur? Serais-je moins impatiente? Je disais ça sans penser. Plus loin, c'était un mauvais jour, et voilà tout. Personne n'y peut rien. Le temps, sans doute. J'ai remarqué que lorsqu'il fait trop chaud en avril... Un jour un peu plus mauvais que ceux qui le précèdent. On ne m'écoute plus, voilà le vrai. Je ne vous l'apprends pas. Que vous dire, madame? Non, monsieur, ce n'est pas une fatalité. Il y a des façons que je ne supporterai plus. Ne me demandez pas lesquelles, car vous savez de quoi je parle. Mademoiselle de l'Espinasse est encore au salon? Elle n'est pas fâchée d'y rester après moi. Pourquoi lui avez-vous cédé la place?
Parce que j'ai tout fait. Mais soyez-en sûr, monsieur, je la reprendrai ma place, et avec les honneurs, et pas plus tard que tout de suite. Ah, madame, une grande nouvelle. Et qui va, j'en suis sûre, vous réjouir. Le procès Calas va être révisé. L'arrêt vient d'être promulgué par le Conseil d'État. Mais qui vous l'a dit? Monsieur Turgot, pendant que je le raccompagnais jusqu'à la porte. Et pourquoi n'a-t-il pas attendu un moment, au moment de sortir une si grande nouvelle? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il pensé qu'elle ne constituait pas un sujet de conversation. Monsieur Turgot est un homme plein de délicatesse. Il n'a pas voulu imposer à l'Assemblée. Ah, vous vous moquez, mademoiselle! Ai-je bien entendu? Un arrêt du Conseil d'État? Oui, monsieur. Un arrêt qui infirmera le jugement d'un Parlement? Vous avez très bien entendu, monsieur. Le procès Calas va être révisé. C'est le triomphe de Voltaire et un grand moment pour nous tous. Diable! Avez-vous, mon ami, l'impression de vivre un grand moment? Attendez. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit que le Conseil d'État... Mais monsieur Turgot dit qu'il était seul avec mademoiselle, Il m'a fait cet honneur. dont il nous a privés. Monsieur Turgot n'a certainement pas pensé vous faire injure en vous taisant une nouvelle dont il n'ignorait pas qu'elle vous intéressait peu. Comment M. Turgot a-t-il pu penser un instant qu'un arrêt remettant en cause une décision d'un Parlement pouvait ne pas m'intéresser? Mais c'est un fait sans précédent et lourd de conséquences. En se substituant à notre autorité, en nous subordonnant au mandataire du pouvoir, le souverain... Ne vous échauffez pas, monsieur, cela ne vous vaut rien. Le roi fait ce qu'il veut. En outre, qui nous dit que Voltaire n'avait pas vu juste? L'homme était peut-être innocent. Ah, je suis heureuse de vous l'entendre dire, madame. Je le dis d'autant plus sincèrement que cette affaire ne m'a jamais concernée, elle n'est pas de mon ressort. Et la conviction que mettent certaines gens à en débattre me paraît pour le moins suspecte. Ce n'est pas tant la justice qu'ils aiment que les juges qu'ils n'aiment pas. Car la justice, les lois, les parlements représentent la monarchie et que la monarchie n'a plus leur approbation. Mais laissons ça. Non. Ce qui me choque bien plus que cette affaire Calas. Pourquoi souriez-vous, mademoiselle? Elle sourit? J'en suis persuadée. Comme si j'avais eu votre visage sous les doigts. De quoi vous réjouissez-vous? Excusez-moi, madame, je crois avoir deviné ce qui vous choque. Eh bien, dites-le nous. Que Calas ait été roué injustement. Que son procès soit révisé et qu'il soit réhabilité vous importe peu, en effet. Ça, je le savais. Mais que M. Turgot m'en est la première informée. Oui, j'en suis fort étonnée, oui, je l'avoue. Je vais être obligée de réviser mon jugement sur ce M. Turgot. Il a manqué aux convenances. Il est vrai que... Achevez, mon ami. Je m'entends là-dessus. Monsieur le Président est d'accord avec moi. Nous ne recevrons plus M. Turgot. La madame est là. Comme vous y allez, je n'ai jamais dit. Quoi? Monsieur Turgot est un fort honnête homme. Oh, un des meilleurs esprits du royaume? Oui, monsieur. Et un homme de cœur. Oh, mais il n'est pas d'esprit assez intelligent ni de cœur assez haut quand on manque à la bienséance. Oh, il y aura encore malheureusement des salons à Paris pour lui ouvrir leurs portes. Eh oui, les usages se perdent. Et on ne sait plus où l'on en est. Dans ma jeunesse, par exemple, un homme mettait son chapeau quand il entrait dans un salon. Oui, son chapeau. Ah, à propos de salon, mademoiselle, on dirait que le mien est devenu un peu étroit. Que vous en semble-t-il? Il faudrait repousser les murs ou recevoir moins de personnes. Ah, vous ne voyez que ces solutions. Le fait est que mes amis, mes vrais amis, ont de la peine maintenant à m'approcher. Monsieur le Président me le disait avant que vous n'arriviez. Remettez-vous à votre place. On ne vous entend plus et l'on vous voit à peine. Mais il a raison. Qui a raison? Ainsi, ce n'est qu'en aparté, pendant que ses amis échangeaient leurs idées avec les vôtres, qu'il a pu me souffler à l'oreille une nouvelle qui, me semble-t-il, fait un peu d'ombre mes aventures posthumes de ce marchand drapier de Toulouse. Une nouvelle plus importante? Oui, que l'affaire Calas. L'encyclopédie. Une œuvre intéressante, hélas, interrompue. Que voulez-vous dire, madame? À vous,
monsieur. Monsieur le Président vous expliquera mieux que moi ce que le Parlement a décidé de l'encyclopédie. Le Parlement s'est contenté de nommer des censeurs, il ne pouvait pas faire moins. C'est par décret que le Conseil du roi... Il a osé! Il vient de décréter la destruction par le feu des exemplaires imprimés, la révocation du privilège d'impression et l'interdiction de toute édition nouvelle. Eh oui. J'oubliais. Rome a mis l'ouvrage à l'index. Qu'en pensez-vous, monsieur? En tant que chrétien philosophe, je dirais qu'un décret, ce décret du Conseil du roi, mûri dans le sérail et longuement mûri, n'en présente pas moins dans son expression juridique. Et vous, madame? Moi, mademoiselle? Pensez-vous que le Conseil du roi est bien fait? Au ton qui est le vôtre, je me sens déjà inculpée. Mais je ne créerai pas l'injustice. Oui, le Conseil du roi fait ce qu'il devait. Non que je sois contre le droit d'écrire et de publier librement, mais le projet de l'encyclopédie m'est toujours apparu comme si vain, si utopique. Utopique. Oui. La volonté d'éclairer l'homme et de dissiper ses ténèbres. Oui, parce que par nature, nous y sommes voués. Je ne sais qu'une chose, et avec certitude, c'est que je ne suis pas heureuse et que je vais mourir. Que peut faire à cela votre encyclopédie? Oh, mais il n'a jamais été dans son intention. Mais la souffrance de vivre et la peur de mourir seront pour toujours notre lot. Et l'encyclopédie ne l'allègera pas. Ce qu'elle nous enseigne est insignifiant. Parlez pour vous, madame. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à la lisant, à avoir moins peur et à vivre mieux. Oui, madame, la pauvreté engendre l'ignorance. Et celle-ci, la peur sur laquelle s'appuie le despotisme. Et c'est cette ignorance que l'encyclopédie s'est donné le dessein de dissiper. Ah, mais jamais depuis la Bible, un livre n'avait eu cette ambition. Les grands mots, tout de suite. Oh, mais j'en en rabattrai pas, madame. Ce n'est pas parce que l'on craint l'obscurité qu'il faut renoncer à savoir comment est construite la cave. Avez-vous une idée de ces planches, madame? On y découvre tout ce qui était caché. Les murs des ateliers sont abattus, des coupes ouvertes dans les mines et dans les mécanismes. Madame, c'est tout l'univers qui devient transparent. Vous avez bonne vue. Meilleure que la mienne, en tout cas. Comme si le secret de l'univers tenait à un coup de crayon. J'admets fort bien qu'on interdise un livre qui répand ce genre de sornettes. Et puis la justice du roi ne se discute pas. Ah, est-ce vous qui parlez ainsi, madame? Oui, moi, l'ami des philosophes, mais l'ennemi de la philosophie. Il est temps que cela se sache. J'en ai assez d'écouter sans broncher les divagations de ces rêveurs qui me serinent des sottises à longueur de journée. Assez de ces penseurs qui font la roue au nom de leur belle âme et de leur vain savoir. Allons-nous si la tradition, la justice et la monarchie sont sans cesse battues en brèche par le moindre grimaud de collège? Je vous le dis tout net. J'en parlais hier au soir avec monsieur de Malesherbes. Eh bien. Il pense que le Conseil du roi est allé un peu vite en ce qui touche à l'encyclopédie. Et je ne suis plus loin d'en juger comme lui. Comment, monsieur? Vous récuseriez un jugement du Conseil du roi? Je le nuance, mon ami, je le nuance. Il est permis de réfléchir, même à un président du Parlement. Voilà qui est bien dit, monsieur. Dès que l'ordre est bouleversé, que la justice est contestée, on vous voit vous épanouir. De quelle revanche avez-vous donc besoin, mademoiselle? Madame. À propos de revanche, vous m'en devez une au piquet. En tout cas, sachez-le, mon salon ne sera jamais une tribune. Je n'ai que faire de ces gens qui élucubrent pesamment dans une langue épaisse et prétendent tout le temps vous donner des leçons. Si l'avenir leur appartient, comme vous le pensez, oui, je le sais, vous le pensez, je n'y entrerai pas. Du moins, pas avec eux. Laissez-moi maintenant, mademoiselle. J'ai besoin de repos.
ma lectrice qui pense. Il est grand temps que je reprenne en main cette jeune personne. Monsieur? Monsieur? Madame du Défend, qui a dû s'absenter un moment avant votre arrivée, m'a chargée de vous dire qu'elle ne serait pas de retour avant 5 heures. Je vous en prie, monsieur. Je suis heureuse de pouvoir parler un moment avec vous. Que je sois en avance ou que Madame du Défend soit en retard, c'est de toute façon un plaisir, mademoiselle. Un grand plaisir pour moi que de jouir de votre compagnie. Mais nous nous voyons tous les jours. Jamais dans le particulier. J'y pensais dans ma rêverie. Depuis que nous nous connaissons, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous retrouver seuls, vous et moi. Oh, Madame du Défend vous veut toujours à elle. Et sur ce point, je la comprends. Il est des amitiés que l'on ne partage pas. J'ai toujours regretté que la sienne me prive de la vôtre. Oui? Il me semble en effet depuis longtemps que j'ai des choses à vous dire et que dans une conversation générale... Il se perd cette intimité qui donne tout son prix à l'entretien de deux personnes conversant librement entre elles. Oui, j'ai moi-même souvent éprouvé ce regret. Je savais que vous aviez tant de choses à m'apprendre et j'enrageais de ne pouvoir en profiter tranquillement, tout à mon aise. Est-il bien vrai, mademoiselle? Vous me comblez. On va plus loin dans l'amitié au coin du feu que sous le lustre d'un salon, à l'évidence. Et cependant, vous y brillez dans le salon, ma chère enfant. Tous les amis de la marquise en sont tombés d'accord. Votre présence illumine cette maison. Madame du Défend n'ignore pas qu'elle vous doit beaucoup. Oh, je ne lui dois pas moins. Elle a besoin de vous, de vos yeux, de votre aide. Une aide dont elle tend parfois à abuser, j'ai pu le constater. Monsieur! À abuser, je le maintiens. Que votre générosité ne vous le cache pas et que votre reconnaissance est sa limite. Je vous le dis sans m'échauffer, par esprit de justice. Un esprit qui, chez vous, ne sommeille jamais. Il est bon, monsieur, de vous entendre dire ce que j'avouerai, je m'interdis moi-même de penser. Comme vous êtes délicate. J'ai toujours eu besoin de m'estimer, monsieur. Ce soutien serait-il venu à me manquer que bien souvent, à de nombreux moments de ma vie, je crois que je serais tombée. Ma pauvre enfant. Depuis l'âge très tendre, où je perdis ma mère, je n'ai plus entendu ces mots, monsieur, et ils me touchent. Au début, lors de votre arrivée, j'ai espéré que la marquise aurait à cœur de vous faire oublier votre condition d'orpheline. À cœur? Mais elle n'a pas la vocation maternelle. À tout le moins. Il eût été si doux pour moi de découvrir en elle un peu plus qu'une protectrice. Mais pouvais-je lui demander plus qu'elle ne pouvait me donner? Je me suis faite à sa froideur. Oui, mais vous en souffrez. Ah, mais la souffrance a toujours fait partie de ma vie. Je ne la distingue plus de mon destin. Oh, cette marquise. Oh, je vous en prie, monsieur. Comment la chance lui envoie dans sa maison une jeune personne au charme et à la grâce incontestable à tous les yeux, et elle en use froidement, sèchement avec vous, alors qu'elle vous a nuit et jour auprès d'elle, à portée de la main. Elle résiste sans effort au plaisir de prendre la vôtre, d'en remercier chaque doigt, de les baiser. Oh, c'est sans doute, monsieur, que vous avez la vocation paternelle. Oui, peut-être. À moins que la vocation paternelle, je n'en jurerais pas. Puis-je vous appeler Julie? Je n'osais pas vous en prier. Julie. Mais que cela reste entre nous. Comme un secret. Qu'iraient penser les gens? Qui comprendrait? Certainement pas la marquise. Elle serait bien la dernière. Mais n'aurait-elle pas un peu raison de sonder ma sincérité? Ne suis-je pas en ce moment coquette? Et vous-même, monsieur, n'allez-vous pas penser? Julie. On ne voit pas toujours clair en soi-même. Eh bien, n'y regardons pas trop. C'est se donner trop d'importance. On ne ferait plus rien
si l'on s'interrogeait toujours. Nous devons cependant être honnêtes. Il va de soi. Mais ne pouvez-vous pas espérer de bon droit une amitié sincère et un peu moins de solitude? Car je connais la vôtre, Julie. J'espère bien être le seul à la connaître. Oh, il est vrai que je suis bien seule. Alors que cette solitude est un scandale. Oui, Julie, il est à mes yeux scandaleux de ne point voir en vous le trésor que j'y vois. Vous voir, c'est vous aimer. Et la marquise, en faisant de vous sa lectrice et en vous introduisant dans son salon, a pris sans s'en apercevoir un grand risque. Un grand risque. Auriez-vous plaisir à m'entendre vous le nommer? Ah, mais je n'ai pour moi que ma jeunesse. Et votre ambition? Et les moyens de votre ambition? Vous êtes très intelligente, Julie. Et si charmante que personne, hormis la marquise, ne peut vous en vouloir de viser haut. Mais je suis déjà logée trop haut, monsieur. Le salon est un entresol. Qu'est-ce qu'un étage à franchir? Si vous le permettez, je peux aller jusque chez vous. Serait-ce convenable? À mon âge. Oh, il ne peut rien contre l'agrément que l'on découvre à certaines personnes. Ah oui? Puis-je vous croire? Il me paraît, monsieur, que vous en avez grande envie. Une trop grande envie, monsieur. Me retrouver seule avec vous, chez moi, dans ma chambrette. Oui, je comprends. Je serais là à vous compromettre. Et si les premières fois j'amenais un ami? Ou deux? Des gens qui vous feraient honneur. Certes, la conversation en serait moins intime, mais votre réputation serait sauve. Et à quels amis pensez-vous donc, monsieur? Turgot, Marmontel, peut-être même à d'Alembert, puisqu'il a votre sympathie, à défaut de la mienne. Je me consolerais de ne point vous avoir tout à moi, en goûtant au plaisir de réunir autour de vous une petite société qui a déjà apprécié les ressources de votre cœur et votre art d'écouter. Qu'il est bon d'être entendu de vous, monsieur. Puisque vous ne pouvez m'aimer, il me reste à vous comprendre. Ah, Julie, si vous pouviez me donner... Quoi? 30 ans de moins. Demain, chez vous, vers les 4 heures. Je vous y attendrai. Oh, prenez garde à la 3e marche. Elle craque. Que cherchez-vous, ma chère amie? Ah, enfin vous. Mais que se passe-t-il? Quelle heure est-il? 6 heures. 6 heures et personne n'est encore là? Il y a donc la peste à Paris? Ils vont venir, madame. On ne circule pas comme on voudrait. On n'est pas Comme en vous êtes retard. impatiente. Mais on n'est pas en retard, monsieur. On me manque. Oui, même vous qui n'en finissez pas d'arriver. J'étais retenu par une affaire. À votre âge, une affaire. Une bonne fortune, je comprendrais. Mais une affaire. Je devais voir monsieur Dubois. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Je vais faire retapisser mon salon en moire, bouton d'or, orné de nœuds, couleur de feu. J'ai oublié les échantillons que je voulais vous apporter. En moire, bouton d'or orné de nœuds, couleur de feu. Mais je le vois, votre salon, j'en fais le tour. Pourquoi donc voulez-vous faire le tour de mon salon? Où en étais-je? Ah oui, à mon pâtissier. Mon tapissier, qui était ce matin à Versailles. Il m'a dit que Madame de Pompadour était à toute extrémité. Et que le roi qu'il a vu ce matin, n'en semblait pas très affecté. Ce sont ses propres mots, n'en semblait. Le roi ne s'affecte de rien. Et pourtant, il l'a aimé. Comme vous dites bien cela, mon ami. Je le dis comme il faut le dire. Où est mademoiselle de l'Espinasse? Est-ce moi que vous êtes venu voir ou ma lectrice? J'espérais la voir avec vous, voir ensemble. Eh bien, toutes les deux. Ouais. Eh bien, il vous faudra vous contenter de me voir, moi. Et la conversation qui va avec. Hélas. Comment? Le fait est que
On vient de moins en moins me voir. Et je reste en ma compagnie. Il n'en est pas pour moi de plus mauvaise. Et pourtant, vous avez de l'esprit pour deux, madame. Hein. Pour m'ennuyer 2 fois plus qu'une sotte. Oui, en effet. J'ai beau me répéter que lorsqu'on n'a pas de talent et plus de passion, on n'a plus rien à faire ici-bas. Mais je ne puis me résoudre à m'en aller. Et cette absurde envie de vivre encore ajoute à mon ennui. Pour faire toute seule le tour de mon salon, mon fantôme devrait suffire. Où êtes-vous? Ici, madame. Puis-je vous demander de m'amener à mon fauteuil? C'est le sien, ce n'est pas le mien. Pour une fois, mettez-vous à sa place. Ah non, trouvez-moi mon fauteuil, s'il vous plaît. Quelle femme vous faites? D'Alembert devrait être là. Il n'arrive plus le premier depuis longtemps. Vous n'auriez pas dû le pousser à l'académie. Maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il n'a plus de raison de vous faire la cour. Mauvaise langue. Oui, votre ami le plus fidèle et le plus cher. S'il pouvait savoir tout le bien qu'on dit de lui en son absence, il ne viendra jamais. Quelle méchanceté, machenez-vous? Je ne m'y fierai pas à votre place. À d'Alembert? Mais qu'est-ce qui vous permet de le penser? Il est en haut? Je ne sais pas. Mais si, vous savez. Il est chez elle, n'est-ce pas? Je vous ai dit... Non, vous ne m'avez rien dit. Mais j'exige de vous la vérité. Qu'en est-il de monsieur d'Alembert et de mademoiselle de l'Espinasse? Ah, madame, il me vient l'envie de vous parler aussi crûment que dans un nez vous me parlâtes. Eh bien, soit, parlons vrai. Mais puisque vous êtes chez moi, je vous passe d'abord le plat. Ainsi, vous avez décidé de vous remarier. Qui vous l'a dit? Il n'importe, je le sais, de source sûre. Ah oui, de source sûre, alors qu'une seule personne... Une seule personne. Elle n'a rien dit, j'en Non, jurerais. non, elle n'a rien dit. Mais comme vous le savez, les alcôves à Paris n'ont pas de secret. Et votre histoire a déjà fait le tour de France. Et quand cela serait, madame, je ne vous en dénie pas moins le droit de m'en parler. Au nom de quoi, monsieur? Au nom de la délicatesse. Parce qu'il était délicat, selon vous, de mettre mademoiselle de l'Espinasse au supplice avec votre démarche incroyable, incongrue. Vous êtes conduit comme un bée jaune. On se gausse de vous dans tous les salons de Paris. Sauf dans le vôtre, puisqu'il est vide. Je la reconnais bien ici, votre délicatesse. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Il faut dire que pour mettre les gens hors de leur gond... Vous n'avez pas besoin de moi pour vous mettre hors de vous. Les ailes de l'amour vous suffisent. Où comptiez-vous convoler? J'avais pensé à la campagne. Ah, oui, je vous imagine en sabots et en blouse, conduisant ma lectrice à l'hôtel dans une église de village. En sortant, vous seriez passé sous des arceaux de fleurs tenus par de petits croquants. Idylle géorgique. Au point de par vous, la crucifixion elle-même deviendrait une farce. Et comment fûtes-vous reçu? Elle a été flattée. Flatté par votre courage, il vous en a fallu. Voilà. Enfin. Et au moins, si elle était jolie. Si vous l'aviez vue, vous ne pourriez en douter. Mais vous n'avez jamais voulu la voir. Pour vous, elle n'était rien de plus qu'une voile. Je ne serais pas le seul à vous le dire. Oh, assez, monsieur, assez, vous n'avez plus votre raison. Est-ce qu'il en est ainsi? Et un dernier conseil. Le conseil d'une amie sincère. Allez prendre les eaux à forge. Elles vous purgeront de ces amours malséantes à votre âge. Eh bien, je vous souhaite le bonsoir, monsieur. Ne m'avez-vous pas dit qu'on parlait de moi dans les salons?
On n'en parle pas, mon cher. On en rit. Pourtant, nous connaissons quelqu'un, vous et moi, qui a bien compris ma demande et qui a fort envie de l'entreprendre pour son compte. Oui, madame, un de vos amis les plus chers. Je devrais dire le plus cher de vos amis. Je m'en doutais. Je sais qu'il est chez elle en ce moment. Et pas seulement lui, vous passez tous chez elle, avant que de venir me voir, oui. Il pourrait y arriver plus tard, oui, chaque soir, un peu plus tard. Je le savais. Je n'aurais jamais dû m'attacher à cette jeune personne. Elle n'est pas de ma famille. Mais comment a-t-elle pu, cette intrigante? Elle n'a rien fait pour cela. Rien? Pour que vous tombiez amoureux d'elle à un âge où un homme ne devrait se préparer qu'à la mort? Rien? Pour enflammer d'Alembert qu'aucune femme n'avait encore pu toucher? Rien? Pour prendre le pas sur moi auprès de mes amis? Et encore assez de regards, monsieur, pour voir ce qui se passe ici. Depuis des mois, mademoiselle de l'Espinasse se pousse avec sournoiserie au premier rang. Et aujourd'hui, disons-le sans détour, je ne suis plus que sa dame de compagnie. On me jette de temps en temps un mot comme une obole en souvenir de ce que j'ai été dans ce salon. Mais c'est elle qui est au centre. Elle m'a dépouillé de tout ce qui m'était le plus cher. Que vous dire, madame? Ainsi, cela vous semble aller de soi. Je n'ai pas dit cela. Alors que dites-vous? Il y a eu une évolution par la force des choses. En vertu d'une loi de la nature. Ah, monsieur, vous donnez maintenant dans la physique. Je disais seulement que cela s'est fait comme passe le temps. C'était dans l'ordre. Eh bien, je récuse cet ordre, ne le tiens aucunement pour naturel. Elle est le mouvement, la vie. Si peu qu'il vous en reste, on va vers elle. Elle? Mais qui elle? Julie. Julie? Sachez, monsieur, qu'en ma présence on dit « Mademoiselle de l'Espinasse !» Et maintenant, sortez! J'en ai assez de vos inconvenances. Je sais un lieu, madame, où elles seront écoutées sans indignation. À l'étage au-dessus, oui, je n'en doute pas. Vous en profiterez pour dire à mademoiselle de l'Espinasse que je l'attends immédiatement. Encore là? Si je sors après ce que vous m'avez dit... Vous ne reviendrez pas chez moi. Je m'en consolerai. Allez, monsieur, allez poursuivre où vous voudrez vos amours ancillaires. Jalouse. Hein? Quoi? Jalouse, moi? De cette fille? Soyez sans crainte, mademoiselle. Je ne vous prendrai qu'un instant. Je m'en voudrais de faire attendre vos amis. Vous pouvez vous considérer comme libre de tout engagement à mon égard. Merci, madame. Plus vite vous aurez quitté cette maison, et mieux cela vaudra. Pour vous comme pour moi. Ce sera vite fait, madame. J'ai déjà pris mes dispositions. Qu'il me soit simplement permis de regretter que vous ne soyez pas parti de votre propre chef. Il eût peut-être mieux valu pour moi que vous sortiez de chez vous la tête haute et non congédié. Vous avez eu le cœur qui me manquait. Je n'avais pas la volonté de vous quitter. Vous préfériez me trahir. Je n'ai pas eu le sentiment de l'avoir fait. C'est qu'il vous manque un sentiment de tous ceux que vous professez. Depuis combien de temps mon salon a-t-il chez vous son antichambre? On n'attend pas chez moi, madame. On vient me voir. Eh bien, on vous a assez vu. Au moins dans ma maison. Vous dirais-je, madame, que depuis un certain temps, je m'y sens un peu à l'étroit? Votre chambre, en effet, convient mieux aux conversations intimes.
J'imagine mal, par exemple, Monsieur le Président Hainaut demandant votre main en public. Il va vous falloir un salon, mademoiselle. Oui, madame. À vous de le créer. J'ai commencé, madame. Oui, par la chambre. C'est la voie la plus facile. Madame! Entendez, mademoiselle. Il m'est indifférent que vous ayez quelque romance avec qui que ce soit, sauf avec mes amis. Mais vous en faire par vous-même et seulement avec votre esprit était plus long que d'attirer les miens chez vous. De ne pas savoir comment. Vous étiez pressée. Ils sont venus d'eux-mêmes, madame. Et s'ils reviennent chaque soir? Ah, chaque soir. Oui, madame. Oui. C'est qu'ils se trouvent bien chez moi, madame. Chez vous, ils étaient en valeur. Chez moi, ils sont en confiance. Oh, ils faisaient de l'esprit chez vous, l'esprit que vous leur demandiez. Mais ils parlent chez moi, et ils parlent avec les mots du cœur. Et leurs pensées se développent et s'affermissent. Ils ont été plus d'un à me le dire. Se développe et s'affermit. Il y en a au moins un, ce monsieur Diderot, qui vous devra beaucoup. Ceci posé, je n'aurais jamais cru que la pensée des encyclopédistes requérait la vôtre en soutien. Mais puisque vous le dites... Ils sont comme sont tous les hommes. Ils ont besoin qu'on croie en eux pour vraiment croire en eux-mêmes. Eh bien, pour moi, je me suis toujours défendu de les flatter dans leurs idées. Ils savaient mes réserves à leur sujet et se contentaient d'être aimés pour leur intelligence. Mais sans doute est-ce vous qui aviez raison. On obtient ce que l'on veut des gens de l'être en mignotant leur vanité. Je n'envie pas votre façon de vous lier, mademoiselle. Je n'ai eu à flatter personne, madame. J'ai admiré sans modération, comme je le sentais. Jusque dans votre silence. Il n'est pas de meilleure façon pour conquérir les gens de l'être. Une admiration muette. Ils ne demandent que cela. Surtout pas de réserve. Une réserve, même la plus légère, peut vous coûter une amitié. Mais vous l'avez compris. Vous réussirez à Paris, mademoiselle. Et puis, vous êtes jeune. Et sur bien des chapitres plus accommodantes que moi. Le temps joue en votre faveur. Que ceux qui vous aiment vous suivent. Qui vous fera la lecture? Je trouverai quelqu'un. Oh, madame, j'aurais tant voulu. Quoi? Et que nous n'en finissions pas ainsi. Il est trop tard. Pourquoi m'avoir si peu aimé? Ce n'était pas dans ma nature. Je suppose que d'Alembert était chez vous ce soir. Oui, madame. Eh bien, vous lui direz qu'il peut faire l'économie d'une explication à mon égard. Je n'ai plus envie de l'entendre. Il vous aime beaucoup, madame. Oui, je sais, tout le monde m'aime ce soir. Mais avoir l'usage que l'on fait du mot amour, je n'ai aucun regret de l'avoir de tout temps exclu de mon vocabulaire. Je vous plains. Tenez-vous-en à l'insolence, mademoiselle. Elle vous convient mieux que la pitié. Ah oui, je m'en vais, madame. Mais c'est avec bonheur, car ma vraie vie commence. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous. En retour, vous m'avez étouffée. Je me suis appliquée à vous aimer. J'aurais même pu sans doute y parvenir, mais vous m'avez vous-même délivrée de ce devoir. Oh, mon amour méritait mieux que vous, madame, qui ne m'inspirait même plus de la reconnaissance. Jolie nature. N'oubliez pas que nous sommes du même sang. Oui, par la faute de mon frère. Ah oui, je sais. Je suis une bâtarde. Et c'est à ça que je dois votre protection. Mais nous ne sommes plus rien, l'une pour l'autre. Nos liens sont tombés. Ah, je respire. Mon avenir se lève, madame. Le vôtre. Le vôtre, c'est la nuit. Je préfère la vivre seule qu'avec une hypocrite, une fille de rien. À rien, oui. Oh, c'est à rien que vos humiliations m'avaient réduite. Mais il ne pousse rien à votre ombre. Eh bien, allez pousser plus loin. Oh, on m'y attend. Oh, vous entendrez parler de moi, mais ce ne sera pas par vos amis. Ils viennent avec moi. Ce ne sont plus les miens.
puisqu'ils sont devenus les vôtres. Et vous n'avez que peu de temps pour vous en faire de nouveau. C'est maintenant que vous êtes vous-même. Un serpent. Oui, maintenant, je vous connais. Et moi, je ne vous connais plus. Adieu, madame.